On touche ici à ce qui est sans doute la dimension la plus structurante, l'opposition individu-collectif. Donc ça a été identifié par Hofstede notamment et confirmé par d'innombrables travaux. Dans les sociétés individualistes, donc on va avoir l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale en tête, l'unité de base, c'est l'individu autonome. On pense en je, J-E. On valorise l'indépendance, l'autonomie, la responsabilité personnelle, la réalisation de soi. Et les liens, même familiaux, sont relativement lâches à l'âge adulte. Au contraire, dans les sociétés collectivistes, largement majoritaires à l'échelle mondiale et très marquées dans le Pacifique, l'unité de base est le groupe. On pense en nous. Et l'identité se définit par l'appartenance à ce nous, à ces nous. Le collectivisme implique une forte loyauté, une interdépendance assumée, des mécanismes de réciprocité et de redistribution au sein du groupe. Point important, le groupe pertinent n'est pas le ménage nucléaire, donc le couple avec les enfants, mais souvent la famille élargie, le clan, le village. Schwartz reformule cette opposition en termes de valeur. Il parle d'enracinement. C'est où la personne est partie d'un collectif contre l'autonomie. Les implications managériales sont nombreuses et massives. L'exemple de l'augmentation salariale le montre. Ce que vous croyez verser un individu pour le motiver peut irriguer en réalité tout un réseau familial par la redistribution. De même, primer un seul collaborateur peut le mettre en porte-à-faux vis-à-vis des siens. On est donc dans des situations là de relation à l'individu ou au groupe qui vont prendre des sens potentiellement différents, voire opposés aux intentions initiales d'une personne issue de l'autre culture. Alors, élargissons un instant le cadre, car le rapport à la nature et au monde structure en profondeur le rapport au travail et à l'organisation. Schwartz oppose deux orientations de valeurs. La maîtrise, qui valorise le fait de dominer, d'exploiter et de transformer l'environnement pour atteindre ses buts. C'est l'esprit prométhéen de la modernité industrielle. Et puis, de l'autre côté, l'harmonie, qui valorise le fait de s'accorder au monde tel qu'il est, de s'y adapter, de s'y intégrer, plutôt que de le soumettre. Trompenars formule une idée voisine avec le contrôle interne contre externe. Croit-on que l'être humain pilote son destin et son environnement, ou qu'il doit avant tout composer avec des forces qui le dépassent? Les cultures océaniennes penchent fortement du côté de l'harmonie et du lien. La Terre, le Fénois, le Vanois aux Fidji, n'y est pas un actif que l'on possède et que l'on exploite, mais un être vivant, un ancêtre dont on relève et dont on est responsable. Excusez ma prononciation, Epeli Auofa a renversé le regard misérabiliste sur le Pacifique en proposant une magnifique formule. L'Océanie n'est pas une poussière de petites îles isolées et démunies, mais notre mer d'îles. Un vaste monde relié par l'océan. Pour le management contemporain, c'est tout sauf anecdotique. Ce rapport au vivant est un levier majeur et authentique pour ancrer les démarches de responsabilité sociale et de développement durable, la RSE, à condition de ne pas le réduire forcément à l'approche marketing posée et imposée par la vision capitaliste occidentale.